Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français avec non pas un mais deux interlocuteurs aujourd'hui, Dominique Busseau qui est fondateur et Jonathan Dixon qui est CTO de AskBlue.ai. On va parler gaming, on va parler jeux. Alors ça tombe bien parce que moi j'y connais pas grand chose en jeu et surtout pas sur la mécanique de comment fonctionne un jeu. AskBlue, c'est la personnalisation en temps réel des jeux sur mobile. Dominique, c'est correct ? Exactement, c'est ça. Donc jeux sur mobile, donc avec un public très 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 large. Donc sur les jeux sur mobile, on a 3 points clés: acquisition, rétention, monétisation. L'acquisition, il y a beaucoup d'acteurs qui permettent vraiment d'aider les studios et les éditeurs à faire l'acquisition de joueurs. Mais ensuite, lorsque le joueur est dans ton jeu, la rétention et la monétisation sont des points clés. En quelques mots, pour avoir une bonne rétention, une bonne monétisation, il y a un certain nombre de paramètres dans le jeu qui sont très importants. Ça peut être la difficulté des niveaux. Trop difficile, t'es frustré, tu t'en vas. Trop facile, tu t'ennuies. Ça peut être la fréquence d'affichage de pub ou d'autres paramètres. Et ces paramètres, c'est très difficile de les régler. C'est compliqué, il faut du temps, etc. Mais surtout, même si tu as un réglage qui est à peu près correct, délivrer le même réglage à tous les joueurs n'est jamais optimum. Et donc tu vas avoir des baisses de métriques et des pertes de rétention de monétisation. Donc le point clé de notre plateforme, c'est de pouvoir personnaliser en temps réel l'expérience des joueurs, donc in-game à l'intérieur d'un jeu, pour améliorer la rétention et la monétisation. Et donc ça marche comment ? Si je suis éditeur de jeux, je viens vous trouver en disant voilà, je voudrais maximiser la rétention dans mes jeux. Et puis quoi ? Je reçois un SDK et je commence à vous streamer les métriques en temps réel. C'est vraiment en temps réel pendant que le joueur est en train de jouer ? Alors voilà, exactement. Donc déjà, tu vas directement même aller sur notre site, télécharger le SDK, voir toute la documentation, intégrer le SDK dans ton jeu. Le SDK, on l'a voulu le plus simple possible, c'est très important. Ça va nous permettre de recevoir des événements de jeu qui parle à un game designer. Donc, si tu démarres une session, tu finis ta session, tu démarres un niveau, tu le termines, tu gagnes, tu perds. Des événements de monétisation, tu as fait un achat interne, tu as regardé une vidéo, tu as une publicité. Et donc, on reçoit, nous, ces événements. Et ces événements vont être donc traités en temps réel, et donc vont être transformés en ce qu'on appelle en features, donc pour chaque joueur en temps réel, pour pouvoir, d'une part, alimenter donc du machine learning. Donc, on va apprendre grâce à ces événements et pouvoir ensuite, dans le jeu, faire ce qu'on appelle une prédiction. Par exemple, lorsqu'un joueur va démarrer un niveau, une requête est faite à notre plateforme qui va répondre en temps réel, garde ta difficulté ou bien fais plus facile ou plus difficile. Parce qu'on détecte que là, ton joueur est à risque de churn parce qu'il est en train de s'ennuyer ou de se frustrer. Voilà, donc ça, c'est vraiment un point clé. Donc, recevoir ces événements et pouvoir personnaliser en temps réel. Pour cet exemple de personnalisation, je t'interromps. Ce que j'envoie, c'est, l'ID du joueur et le fait qu'il vient de démarrer un niveau, par exemple. Et ce que je reçois en retour, c'est -1, 0, 1. Je schématise probablement, mais -1 fait plus facile, 0 reste comme ça, 1 devient plus difficile. On parle de ce type de données-là, d'event-là ? Voilà, alors ce qui est envoyé, c'est des événements traditionnels pour des développeurs de jeux. Le fait de faire des sessions, de démarrer un niveau, etc., c'est des éléments traditionnels. Donc ça pose aucun souci. Et effectivement, quand tu as une requête, par exemple, pour personnaliser la difficulté, ce que la plateforme va te répondre, c'est garde ta difficulté normale prévue, celle que tu as prévue normalement pour tous tes joueurs, ou fais plus facile ou plus difficile. Donc on est un système générique pour s'adapter à un maximum de jeux. Si c'est un match free, tu peux peut-être faire plus de moves, tu peux changer la difficulté du tableau qui va arriver. Si c'est un jeu qui est timé, tu peux changer un peu le timing. Si c'est un jeu en PVP contre un joueur, tu peux justement adapter le ranking et peut-être affecter quelqu'un d'un peu plus fort ou de moins fort. Donc vraiment, c'est là où on discute avec les studios. Tu vas utiliser cette information easier harder en fonction de ton jeu, parce que c'est toi qui es game designer, tu connais ton jeu et tu sais ce que ça veut dire de faire plus facile ou plus difficile. Vous avez déjà des chiffres de résultats ? On sait que la rétention est de X% plus élevée quand on utilise ce genre de technique en temps réel. On travaille dessus, donc on aura le plaisir de faire dans un prochain podcast, de pouvoir donner des informations plus précises. Mais pour te donner un ordre d'idée, sur un jeu casual à peu près traditionnel comme les match free, simplement améliorer, alors par exemple on appelle la rétention D7, c'est le nombre de joueurs qui restent après 7 jours. Si tu améliores simplement de 2% une rétention D7, c'est-à-dire qu'au lieu que ça soit, 5-6%, ça sera 7-8%, tu peux augmenter de 20 à 25% les revenus. Donc en fait, on voit que quelques points de rétention peuvent être vraiment très importants. Après, ça va dépendre du type de jeu. Toi, des jeux hyper casual, t'as du durée de vie qui sont plus courtes, mais là, donc, tu monétises beaucoup plus en amont, etc. Ça dépend des types de jeux. Notre but, c'est de permettre au studio d'avoir une vision globale de ce qui se passe dans son jeu. Donc, il a un portail
il peut accéder à ce portail et voir toutes les métriques avec et sans personnalisation. On conserve toujours une petite partie de joueurs sans personnalisation pour qu'ils puissent comparer ce qui se passe entre avec ou sans personnalisation. Là où ça bouge, là où ça s'améliore. Et ça, c'est votre SDK également qui prend cela en charge, d'envoyer certaines requêtes vers chez vous et d'autres pas. Alors voilà, en fait, le SDK, lui, il est très simple, il collecte les events et il répond aux requêtes. C'est toute notre plateforme dont on parlera Jonathan tout à l'heure. Donc, il reçoit ces événements, qui les traite, on fait l'apprentissage, on calcule toutes les nuits des métriques, des analytics, etc. Donc, on a vraiment, c'est un ensemble. Ça fait 3 ans, on a démarré il y a 3 ans ce projet, et là maintenant, ça y est, on est en phase de test. On teste avec des jeux en réel, avec des joueurs en réel, etc. Donc, on est en pleine phase de test. Mais il faut savoir qu'on a démarré il y a 3 ans. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a démarré d'un tableau blanc. Ce que je voulais dire tout à l'heure sur les events, ce qui est important, c'est que on est complètement anonyme. On ne sait pas qui est le joueur. On ne sait pas si c'est un homme, une femme, où il habite. On n'a aucune information personnelle. On peut jamais. Donc, on est complètement RGPD. Et pour ceux qui sont dans le domaine du jeu vidéo aussi, il y a le fameux IDFA, un identifiant inter-app qui va partir et qui pose beaucoup de soucis. Bon, pour tous les gens qui font l'acquisition, on n'utilise pas du tout cet identifiant parce que chaque jeu est complètement indépendant. Chaque jeu a son propre modèle de machine learning. Donc, non seulement toutes ces données sont complètement indépendantes en silo, mais en plus, chaque jeu a son propre modèle de machine learning qui est mis à jour régulièrement, donc tous les jours, parce que chaque jeu a sa propre façon d'être joué, un nombre de sessions, etc. Donc, c'était très important pour nous, pour optimiser, d'avoir vraiment un modèle de machine learning par jeu. Et donc, mon comportement en tant que joueur dans un jeu d'un éditeur ne va pas influencer mes niveaux, ou la difficulté du jeu dans un autre jeu, fût-il du même éditeur. Exactement. On saura même pas, même pour un même éditeur, on saura même pas, parce que on estime que, c'est beaucoup plus sécurisant pour les clients, et 2, parce qu'effectivement, chaque jeu a sa façon d'être joué, donc c'est pas parce que moi-même, je joue à 4-5 jeux en parallèle, et dans certains jeux, je suis comme ça, j'adore, je suis plus compétitif, dans un autre, je veux être calme. Voilà, exactement. Chaque comportement est différent, et c'est pour ça qu'on est vraiment ce qu'on appelle en mode silo. Alors, Hasbro fonctionne sur AWS, c'est pour ça que nous sommes ensemble et que nous parlons aujourd'hui. Ouais. Et donc, ce qui intéresse nos auditeurs également, c'est de savoir, oui, mais ça marche comment sous le capot? Il y a plusieurs mots que tu as cités, Dominique, qui m'interpellent au niveau technique. C'est l'ingestion des données, c'est l'apprentissage machine. On parle de temps réel dans des jeux, donc je suppose que vous devez être super réactif. On va parler en millisecondes là. Donc, Jonathan, votre architecture à haut niveau, ça ressemble à quoi? Globalement, on a 2 points d'entrée. Des points d'entrée qui servent pour récupérer les données, qui, comme Dominique disait, quand un joueur démarre un niveau ou termine un niveau. Et un autre point d'entrée celui-là, il est optimisé pour la vitesse, c'est pour faire les réponses aux personnalisations, pour justement répondre le plus rapidement possible. Donc, c'est 2 canaux d'entrée différents qui sont optimisés pour 2 choses différentes. D'un côté, on récupère les événements, on les stocke, on met à jour des features utilisateurs pour savoir qu'est-ce qu'il a fait, comment est l'état du joueur à un instant T. Et d'autre côté, on prend ces features utilisateurs, on va les utiliser avec le modèle pour calculer la prédiction, pour savoir, justement, qu'est-ce qu'il faut renvoyer à l'utilisateur. Et c'est le CDK, c'est le SDK qui fait donc ce split, qui va envoyer certaines données sur un endpoint et certaines autres données sur un autre endpoint. Donc moi, développeur du jeu, j'ai rien à faire à part intégrer. Ouais, tout est fait automatiquement dans le SDK. Le développeur, il prend le SDK, il intègre, il paramètre, il met sa clé de jeu pour savoir à quel jeu ça correspond. Et après, il appelle les événements où il faut, par exemple démarrer un niveau, terminer un niveau. Et et puis la requête, et c'est tout ce qu'il a besoin de faire. Après, tout, c'est géré de notre côté. Il n'a pas besoin de savoir qu'il y a 2 points d'entrée différents. Il n'a pas besoin de savoir qu'on recueille, qu'on met à jour les features, combien de features il y a. Alors, quand il s'agit d'ingérer de gros volumes de données avec de faibles latences, il y a plusieurs solutions dans le cloud AWS. Certains clients utilisent des services managés comme Kinesis, d'autres partent sur des plateformes comme Kafka en managé ou en self-hosted. Quel est votre choix? Comment ça marche l'ingestion? C'est quoi le front-end? Là, nous, on utilise Kinesis pour justement Firehose pour justement récupérer toutes les données, et après on les stocke dans S3, mais en parallèle, on prend les événements, ils sont stockés pour justement les traitements de nuit, et ils sont envoyés aussi au point de mise à jour des features, qui eux, ils sont stockés dans DynamoDB.
C'est l'avantage de Kinesis, c'est pouvoir répartir ou avoir plusieurs destinations derrière le buffer, si on peut l'appeler comme ça, le buffer en mémoire qu'est Kinesis. Personnalisation, reparlons-en. Donc, de l'intelligence artificielle, du machine learning. Comment ça marche? Quels sont les technos que vous avez choisis? Là, on a fait le choix d'utiliser SageMaker parce que voilà, comme il est managé, ça nous permet de nous économiser du temps de maintenance et tout ça. On utilise également dans du SageMaker, on utilise du TensorFlow pour les calculs. Et globalement, on utilise chaque nuit, on démarre des SageMaker pour faire les calculs des modèles. Donc chaque modèle pour chaque jeu. Donc voilà, il y a un certain nombre de SageMaker qui sont démarrés toutes les nuits, un pour chaque jeu et un pour chaque aussi modèle, pour chaque requête, je veux dire, qui peuvent se faire parce que voilà, pour chaque requête, il y a sa propre modèle. Et pendant tout le temps, on a aussi des SageMaker qui tournent justement pour faire la partie inférence. Donc on a un SageMaker aussi par jeu par requête qui fait l'inférence. Quand tu dis par requête, ça veut dire le modèle qui calcule le niveau de personnalisation de complexité du jeu, par exemple, n'est pas le même modèle qui sert de la pub dans ce jeu-là. C'est des modèles différents, exactement. D'accord, qui reçoivent des features, qui reçoivent des données différentes, oui. Et donc qui peuvent réagir de façon différente. Et pourquoi vous les recalculez toutes les nuits? C'est pour qu'on soit le maximum à jour. On pourrait potentiellement, au bout d'un certain temps, une fois qu'un jeu il est bien stable, on pourrait pas le calculer toutes les quelques jours. Mais voilà, c'est aussi pour voir si l'évolution de la base de joueurs dans un jeu, qui peut potentiellement varier. C'est qu'au début, c'est peut-être des early adopters dans un jeu, puis le jeu devient très célèbre et puis après ça devient un peu plus mainstream, ça va être pas forcément les mêmes types d'actions, les mêmes réactions des utilisateurs. Donc on va calculer régulièrement et on va toujours explorer un petit peu sur les utilisateurs pour voir comment ils réagissent pour justement avoir toujours un modèle à jour par rapport au public actuel d'un jeu. Et donc là, le cloud vous permet d'avoir cette flexibilité justement de pouvoir relancer ces phases d'entraînement régulièrement et d'obtenir la capacité pendant la nuit pour faire l'entraînement des modèles. Tout ça est automatisé, je suppose. Il n'y a pas quelqu'un qui pousse sur un bouton le soir. Il n'y a même pas de bouton appuyé dessus le soir. On utilise des technologies AWS comme des step functions qui permettent d'enchaîner tout un ensemble de flux et d'actions. Et en fait, voilà, on schedule ça toutes les nuits et puis nous, on n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton chaque nuit. C'est tout à fait automatiquement. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles la nuit. Je parlais à un client il y a quelques semaines qui me disait c'est 80% de leur temps dans leur projet de machine learning, cette phase de préparation des données. Comment vous agrégez les données? Comment vous les préparez avant de les donner à l'entraînement? Là, on utilise un autre service qui s'appelle Glue, qui permet justement de récupérer toutes ces données qu'on a stockées dans les S3, de la journée, on les agrège, on les complète s'il faut, et après ces données-là qui sont préprocessées pour directement arriver dans le SageMaker. Pour le training, et une fois que le training est terminé, vous redéployez les nouveaux modèles sur votre environnement de production. Exactement. Automatiquement également. C'est chaque nuit un nouveau modèle qui est calculé, mais on stocke toujours les anciens modèles au cas où on a toujours l'historique des anciens modèles. Si on voit qu'un modèle pour telle ou telle raison, on trouve que le modèle commence à dévier trop, on peut toujours revenir sur un ancien modèle. Mais de base, on remet à jour tous les modèles toutes les nuits et on les met en production tout le temps. Alors j'ai une bête question, c'est quoi la nuit? La nuit, c'est pour nous. C'est la nuit parisienne pour l'instant. Oui, c'est la nuit parisienne. Ce sera une fois par jour. Donc on appelle ça les traitements de nuit parce que voilà, c'est sur notre créneau horaire de nuit pour que nous le matin on arrive et on voit que tout est bon et tout est fait. Ça peut être même tous les 2 jours, quoi. Le principal, c'est d'avoir une mise à jour régulière, surtout si l'acquisition change. Ça peut être toutes les 48 heures. Comment ça se passe? C'est peut-être une question naïve de ma part, mais comment ça se passe la mise en production sans interrompre les joueurs en cours de... Vous déployez les 2 modèles en parallèle et puis shiftez le trafic progressivement vers le nouveau modèle? On a 2 endpoints qui nous servent et puis voilà, on met à jour un endpoint et après on switch vers l'autre endpoint une fois que le modèle est mis à jour. Avec des load balancers ou... C'est un switch automatique, on relance, c'est automatiquement qu'on lance, on passe de l'endpoint A à l'endpoint B, puis après on switch chaque nuit, comme ça on fait AB, 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 AB. D'accord, donc c'est comme du green-blue deployment, c'est ça qui vous permet de revenir en arrière aussi. Je suppose que si un modèle ne se comporte pas bien, c'est cette technique-là qui vous permet de revenir en arrière. Tiens, je parle load balancer. Un de vos challenges, je suppose, c'est de répondre le plus rapidement possible à vos utilisateurs. Quand on est dans un jeu et qu'il faut prendre des décisions, votre unité de mesure, c'est quoi? On parle en millisecondes pour vous? C'est de cet ordre de grandeur-là? Qu'est-ce qui est acceptable pour un concepteur de jeu et puis comment vous répondez à cette demande? C'est un peu plus long que ça parce il faut prendre
ce qui prend le plus de temps, c'est le temps que la requête parvient depuis le jeu sur un device jusqu'à la plateforme, parce que voilà, si quelqu'un est sur du Wi-Fi, c'est pas la même réponse que si quelqu'un est sur 3G ou 4G. Donc voilà, il y a une bonne partie des temps de réponse qui sont indépendamment de notre volonté, parce que ça, c'est vraiment. Et après, c'est toute la boucle, récupérer données, inférence et retourner, c'est dans les 200-300 millisecondes. Et c'est quelque chose que vous mesurez de modèle en modèle pour s'assurer que vous restez dans les clous, dans les bornes qui sont acceptables pour vous. On mesure justement où sont les utilisateurs dans le monde, quel est leur temps de latence où ils sont dans le monde, et quels sont également justement combien de temps il faut pour répondre. Donc on connaît toutes ces données-là. C'est même intégré dans le SDK, c'est-à-dire que par exemple, dès que le joueur va démarrer un niveau, tu fais la requête, tu dis voilà, quelle va être la difficulté à faire. Tu peux continuer à préparer ton niveau, etc., c'est-à-dire que ça se passe en background, et au dernier moment, tu demandes la réponse. Tu vois, donc du coup, tu peux avoir naturellement un temps qui peut être de 500 millisecondes, voire plus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est sécurisé, c'est-à-dire qu'imagine qu'on n'ait pas pu avoir la réponse pour une raison ou une autre, perte de connexion, etc. Localement, le SDK prend toujours la réponse default. C'est-à-dire, en gros, ta difficulté que que tu utilisais habituellement. Donc, on a vraiment tout pensé, cet aspect-là, et sécurisé, etc. Donc, c'est un fallback pour les... Même si un événement, on le reçoit pas parce qu'il y a une perte de connexion à un certain moment, tu passes dans le métro, il n'y a plus de connexion, on conserve les événements dans le SDK, de telle façon qu'ensuite, dès qu'il y a une connexion, on les récupère tous dans l'ordre. Donc effectivement, pendant que tu es dans ces 30 secondes de déconnexion, il n'y aura pas eu de requête en temps réel, mais au moins on aura eu tous tes événements et on aura bien la vision de ce que tu as fait pour continuer le travail. Ah oui, donc tout ça aussi, ça a été pensé dans le SDK et c'est complètement transparent pour les utilisateurs. Donc il y a quand même pas mal d'intelligence dans le SDK pour gérer ces cas de offline, de resynchronisation quand on vient en ligne, vider les buffers, etc. C'est pas juste une couche qui enveloppe les appels API. Il y a un peu plus de travail. On a parlé SDK, je vous ai pas demandé sur quelle plateforme, c'est quoi que les game designers utilisent de nos jours pour faire des jeux mobiles? Il y a beaucoup de Unity, donc on a mais voilà, on supporte également tout ce qui est natif iOS et natif Android. Et on a également un autre SDK en C++ pour ceux qui font du cross-platform. Mais voilà, ça c'est nos 4 les SDK principaux: Unity, natif iOS, natif Android et C++ pour du multiplateforme. 80% de la demande, ça va être Unity. Merci, c'était ma question. C'était comment ça se répartit. Donc Unity, c'est la plateforme des gamers, enfin des designers de jeux aujourd'hui. C'est la plateforme, surtout tout ce qui est jeux casual, hyper casual, etc. Enfin, c'est vraiment... J'ai une idée à haut niveau de votre architecture. Donc, vous ingérez les données dans Kinesis, faites un fanoid sur S3 pour l'analyse de nuit, entre guillemets, enfin de notre nuit, et vers les moteurs d'inférence, préparez, faire les jobs ETL avec Glue, réentraîner les modèles, les redéployer en AB déploiement en journée. Quels ont été vos challenges pour mettre en place, vos challenges techniques AWS pour mettre en place cette infrastructure? Globalement, c'est déjà concevoir tout ça pour quelque chose qui fonctionne bien. Il y avait toute une partie conception que c'est AWS qui nous ont aidé un peu aussi pour on a conçu une architecture, puis après on leur a dit voici ce qu'on pense faire comme architecture, qu'est-ce que vous pensez, et puis régulièrement quand il y a des nouveaux services qui sortent, ils nous disent tenez, il y a ceci qui vient de sortir, ça pourrait vous intéresser pour améliorer. Mais vous avez fait un choix dès le début d'utiliser le plus de services managés. Vous restez sur ce choix-là pour le moment. Il n'est pas question de changer. Ah oui, ça c'est clair. C'est stratégique pour nous. À terme, on est obligé parce que même si on y avait réfléchi à faire notre propre système qui permettait de faire tout ce que Glue fait. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on arrive à des données énormes, on a besoin que ça scale automatiquement, on a besoin de traiter de plus en plus de données, et si on fait notre propre système, on est obligé de le manager nous-mêmes, on est obligé de ajouter plus de mémoire, d'arriver à certaines limites, alors que là, tout va se scaler normalement automatiquement, et on n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit qu'on soit avec 100 clients ou 1 million de clients, j'exagère un peu, mais voilà, ça sera exactement la même chose, la même architecture derrière. Ça, c'était stratégique, cette capacité à scaler.
en termes de nombre de joueurs. Même un client hyper casual qui va faire une grosse acquisition pendant quelques jours, ça arrive beaucoup dans ce domaine. Voilà, faut être capable d'ingérer tout ça, et donc c'est stratégique, quoi. Ce type d'architecture était stratégique pour nous. Pouvoir passer de quelques événements par seconde à des milliers et des milliers d'événements, et avoir l'infrastructure qui suit automatiquement, donc ce qu'on appelle l'élasticité du cloud. Exactement. C'est quoi le futur de votre architecture, vers quoi vous vous dirigez pour demain et après-demain? Alors, donc nous actuellement on est en phase de test et réglage avec donc des studios et des éditeurs. Donc c'est une phase très intéressante, très importante. Dans ce genre de solution, on est obligé de tester en réel avec des données réelles. Et on prévoit donc une commercialisation avant la fin de l'année, en gros troisième trimestre, avec une levée de fonds qui est en cours, bien sûr, pour soutenir tout ça. Au niveau technique, peut-être que Jonathan peut en parler. Le point clé, c'est justement d'avoir l'architecture avec des points d'entrée dans différentes régions. Actuellement, on a notre architecture principale qui se trouve en Europe. Et donc l'objectif, ce sera de pouvoir améliorer les temps de réponse dans les pays étrangers, plutôt dans les continents lointains, entre guillemets, parce que donc on va pouvoir redéployer une partie de notre architecture dans d'autres points d'accès, comme aux États-Unis ou en Asie, pour pouvoir réduire les temps de latence dans ces pays-là. Donc ça, c'est un des prochaines étapes. Donc ça implique garder une partie de l'architecture, par exemple tout ce qui est traitement de nuit ou traitement journalier, ça va rester dans un seul point parce qu'il n'y a pas besoin de le faire à plusieurs endroits. Mais tout ce qui est ingérence des données, ça va être important que ce soit fait en local sur ces zones-là pour justement réduire les temps de latence et réduire toute cette partie-là. Et donc l'idée, c'est que les endpoints de SageMaker qui font l'inférence soient déployés au plus proche des clients de vos clients, c'est-à-dire des joueurs en Amérique du Nord, en Asie, etc., de manière à ce que le SDK puisse s'attaquer à ces endpoints-là plutôt que d'emmener du trafic sur l'Europe. Ce qui va répondre à ta question de scalabilité aussi, d'une certaine façon, Dominique. Est-ce que vous allez répartir la charge sur plusieurs régions AWS et de faire ça automatiquement? Je suppose que c'est des modifications de vos pipelines de déploiement aussi, pour que la nuit européenne, en tout cas, vous déployez les nouveaux modèles quand ils sont créés. Exactement, c'est vraiment la grosse étape future qui est importante. On est naturellement complètement international. Aujourd'hui, on discute avec des studios qui sont dans le monde entier, et de toute façon dont les joueurs sont dans le monde entier. Rien qu'aujourd'hui sur la plateforme, par rapport aux jeux qu'on a en test, on a une carte, on est pratiquement dans toutes les régions, l'Asie, l'Inde, les États-Unis, etc. Donc on a déjà cette problématique. On est naturellement, les joueurs sont partout. Donc, et il faut savoir qu'en plus aujourd'hui dans les jeux mobiles, plus de 50% des joueurs sont dans les zones Asie, etc., quoi. Donc en plus, c'est plus comme avant où l'Europe un peu, les États-Unis étaient très forts. Maintenant, l'Asie est très très forte aussi. Donc voilà, c'est le point clé dans l'évolution de la plateforme, c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres business models qui peuvent poindre le bout du nez? En parlant avec vous, je pense à des tas d'autres choses. Vous allez être sur une tonne d'informations, par exemple les parts de marché, on en a parlé, des différents OS, des différents téléphones. Est-ce qu'il y a moyen de valoriser ces données-là aussi d'une façon ou d'une autre, ou étendre cette idée de personnalisation à autre chose que des jeux? Alors voilà, déjà, on a une plateforme de personnalisation en temps réel. On a un business model qui est défini, on a un pricing qui a été défini parce que les studios éditeurs nous le demandent, qui pour l'instant fonctionne bien et est très cohérent par rapport au marché. C'est un business model qui est déjà complètement lié à l'activité, au daily active users. Donc plus tu as d'activité, plus tu as de joueurs personnalisés, plus tu vas payer. Sachant que nous aussi, nos coûts, pas nos coûts humains, mais nos coûts d'architecture sont aussi liés à l'activité. Donc tout ça, c'est une équation intéressante et qu'on a fait et qui fonctionne bien. Donc voilà, donc on est sur les jeux sur mobile parce que c'est là où il y a le plus gros potentiel, la plus grosse croissance. Les jeux sur mobile, c'est 67% du marché mondial du jeu vidéo. Les jeux sur mobile seuls, c'est 2 fois le marché du cinéma. Donc c'est vraiment énorme. Après, tu comprends bien qu'effectivement, notre plateforme, elle est exactement identique pour, mettons, des jeux sur Steam, sur PC. On change le SDK et c'est tout. Donc effectivement, on pourra après aller plus loin et le faire pour des jeux sur Steam. On a déjà eu des demandes d'ailleurs de gens qui sont sur Steam, sur PC, et pourquoi pas. Après, pour aller plus loin en termes de demande de personnalisation, là où il y a aussi une très grosse demande, c'est dans ce qu'on appelle les EdTech, Educational Technologies. Donc pour toutes les applications et plateformes d'apprentissage, là tu as la même problématique. Le contenu d'apprentissage, il faut le personnaliser. Trop difficile, t'apprends pas, etc. Trop facile, pareil. Donc voilà, il y a la même problématique effectivement sur l'apprentissage, mais je dirais, voilà, c'est des possibilités futures. Mais déjà, il y a énormément à faire dans le domaine des jeux mobiles
Donc, je pense que dans les 2-3 prochaines années, on va déjà être bien occupé avec ça. C'est marrant que tu parles d'apprentissage parce qu'en posant ma question, j'avais en tête Duolingo, un autre de nos clients qui travaille aussi sur cet aspect gamification de l'apprentissage, et donc ça se rejoint finalement apprentissage. Ouais, tout à fait. Et puis vous revenez dedans également. Conversation super intéressante, architecture intéressante également. On va suivre ça et votre lancement dans les prochains mois en multirégion. Merci Jonathan et Dominique d'avoir passé un peu de votre temps. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout également. À très bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.